Mesdames et messieurs, Karim Benzema. Certains préféreront Haaland, d'autres préféreront Mbappé. Les rivalités elles sont intéressantes quand les personnes dégagent des choses différentes. J'ai jamais trop aimé ma voix et en tout cas, j'ai jamais considéré que ça pouvait être un atout. Parfait, merci beaucoup Hervé Matou. C'est vrai qu'après chaque émission, avant chaque émission et que la caméra s'allume, est-ce que vous avez toujours un peu cette pression du direct ? Franchement, non. Moi, je suis pas du genre à avoir besoin de concentration longtemps à l'avance. J'aime bien arriver un peu dans les moments, enfin pas dans les moments, mais genre je suis pas, selon la formule consacrée, première arrivée, dernier parti. Non, moi j'aime bien ne pas perdre mon énergie trop en amont. Et je dirais que je me concentre au dernier moment. Quand je dis je me concentre au dernier moment, c'est vraiment quelques minutes avant, voire quelques secondes avant. Après, j'ai travaillé en amont, hein, bien sûr. Voilà, j'arrive pas comme ça. Mais non, j'ai pas de stress. Un peu comme tout le monde, je pense, quand je suis dans quelque chose qui est mon quotidien, en fait. Voilà, c'est si je sors de ma zone de confort, si je fais une émission particulière, dans des conditions particulières, avec un public particulier, etc. Là, fatalement, je vais ressentir un peu plus de pression. Mais quand je suis dans ma zone de confort, dans mon quotidien, non, j'ai pas à gérer ça. Vous prenez toujours des pistaches ou pas ? Je vois que vous êtes bien informé. Alors oui, je dis que je suis pas stressé, mais quelque part je dois l'être, parce que ce qui est vrai, c'est que et heureusement, c'est peut-être pour ça que j'arrive pas trop tôt, c'est que dans le quart d'heure qui précède l'émission, où on attend, on commence à avoir un peu faim, il faut faire quelque chose des mains, et s'il y a des pistaches, je me jette un peu frénétiquement sur les pistaches, c'est pas faux. Ok. Et est-ce que la peur de se tromper aujourd'hui à l'antenne, elle est toujours présente ? Parce qu'on est quand même à une époque où le moindre mot de travers, ça peut faire polémique sur les réseaux. Il y a aussi cette pression-là, non ? Alors la peur de se tromper, non. Enfin, moi je pense que on fait de la télé. Enfin voilà, j'ai pas 400 passagers dans un Boeing ou un Airbus derrière moi, quoi. Voilà, si il y a un problème technique ou quoi que ce soit, il y aura pas de mort. Donc je pense que on peut tout expliquer. On se trompe, on a un problème technique, on l'explique naturellement et ça passe. Après, il faut maîtriser ce qu'on dit, oui, effectivement. Et c'est vrai que aujourd'hui, si on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il y a 200 scandales par jour. Toute personne qui joue des choses extrêmement banales, quel scandale, excusez-vous, enfin voilà. Donc franchement, je m'affranchis de ce genre de trucs. De tout temps, quand on est à l'antenne, on essaie d'être responsable et de maîtriser ce qu'on dit. Certainement on va dire que ça s'enflamme plus vite qu'avant. Mais ça s'enflamme de manière très superficielle et pour rien généralement, et c'est pas que ça s'éteint aussi vite que ça s'est enflammé, c'est que comme il y a un autre foyer qui s'ouvre ailleurs, on oublie le premier, quoi. Et puis vous êtes venu au foot pendant l'épopée des Verts, c'est vrai ? Ouais, c'est générationnel en fait, hein, voilà. Je fais partie des gens qui ont le foot en France, c'est les années 50 avec Reims, c'est 15 ans ou 20 ans sans rien, sans résultat. Et puis tout à coup, la résurrection avec Saint-Étienne. Et il se trouve que moi, à ce moment-là, j'ai 10-12 ans. J'ai 10 ans en fait. Donc voilà, je suis emmené par la vague qui ramène plein d'enfants vers le foot. Saint-Étienne, Bastia, juste après, qui a une épopée que tout le monde suit. Et puis voilà, après, on parle d'une autre époque. On n'était pas dans une lecture partisane, quand une équipe française, et moi j'ai conservé ce côté old school, quand une équipe française joue en Coupe d'Europe, on était tous derrière l'équipe française, voilà, que ce soit Paris, Marseille, Nantes, Saint-Étienne, Bastia, je ne sais qui, Bordeaux, Monaco, voilà, il n'y a pas de préférence. C'est vrai que c'est un peu parti aujourd'hui. Oui, alors en fait, je pense que c'est une minorité de gens qui veulent nous emmener absolument dans cette espèce de posture extrêmement partisane où faut détester l'un et pour aimer l'autre. Je pense qu'il y a quand même encore plein de gens, mais pas ceux qu'on entend en fait, qui, lorsqu'ils allument leur télé, qu'il y a une équipe française qui joue une Coupe d'Europe, sont sincèrement derrière cette équipe. Voilà. Puis juste pour revenir sur la SSE justement, est-ce que vous êtes optimiste pour cette équipe aujourd'hui ? C'est difficile de l'être. Hein. Voilà. Bon, est-ce qu'ils vont se sauver ? C'est un peu ça le.
il y avait le feu là quand même, parce qu'une descente en nationale, là on touchait vraiment dans la survie presque du club. Je pense qu'avec le recrutement massif qu'ils ont fait au mercato d'hiver, ils vont finir par s'en sortir, ils ne sont plus relégables. Donc voilà, je pense qu'ils vont se sauver comme ça. Maintenant, le club est malade, donc ça va prendre du temps, c'est sûr. Et puis c'est vrai que vous, on vous envoyait dans tous les stades un peu de D1 à une époque à TF1. Est-ce que c'est pas une des périodes où vous avez pris le plus de plaisir là-bas, à découvrir tous ces stades? Bah oui, enfin c'est des plaisirs différents. C'est le plaisir de la découverte, comme dans tout métier, je pense. Mais ce métier est particulièrement excitant quand on le démarre. C'est vrai que la phase de découverte, quand je suis jeune journaliste de sport à TF1, chaque week-end, je suis envoyé sur des stades et sur des noms mythiques pour moi, que j'entends à la radio, sur mon transistor depuis toujours. La première fois que vous allez à Marcel Picot à Nancy, à Francis Lebasseur à Laval, à l'Abbé des Champs à Auxerre, voilà, vous dites waouh, c'est ça, parce que voilà, ça fait 10 ans que vous entendez ça et vous savez même pas que vous allez y aller un jour. Donc il y a un espèce d'enthousiasme de jeunesse, on va dire, enfin de découverte. Et après, il y a ce stade, il y a cette même découverte sur les noms mythiques européens. Vous allez à Old Trafford, à Anfield, à Bernabeu, au Camp Nou, etc., à San Siro. Et puis après, c'est comme tout. Enfin voilà, aujourd'hui, le plaisir, il est dans autre chose. Il est plus dans la découverte. De temps en temps, ça m'arrive encore de découvrir des stades, mais de moins en moins, parce que c'est vrai que on a tendance toujours à aller aux mêmes endroits parce qu'il y a quand même une concentration, on ne peut pas dire que ça bouge beaucoup, les grands clubs. Donc on n'est plus dans le plaisir de la découverte, mais on est dans un autre plaisir. Justement, c'est qui pour vous le meilleur public de France ? Franchement, je crois que c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a plein de publics qui s'autoproclament meilleur public de France. Je pense que dans quasiment tous les stades, il y a du public bien et du public nocif. Je vais pas en citer un parce que je pense que dans hélas le proche passé nous a montré que même dans les stades qu'on croyait vertueux, il peut survenir des incidents. Si vous mettez 40 000 personnes, vous avez statistiquement la certitude qu'il va y avoir 500 mecs potentiellement qui vont poser des problèmes. Après, voilà, il y a aussi des stades tranquilles dont on ne parle jamais, qui généralement ne sont pas désignés comme le meilleur public parce que ils mettent pas de pression sur l'adversaire, etc. Mais qui sont des publics aussi qui sont très, très, très sympas et très positifs. Moi, ça m'a valu des déboires quand j'ai voulu expliquer ça un jour sur Internet. Je suis d'une culture plus britannique que tifosi à l'italienne. J'aime le public qui est focus sur le match. Ouais. Qui regarde le match, qui dès qu'il y a un corner, vous avez 40 000 personnes qui réagissent parce qu'il y a le corner, qui sur une touche gagnée va se lever, plus que je préfère ça personnellement qu'un public qui vit sa vie un peu aller à côté du spectacle et qui propose son propre spectacle de manière totalement indépendante du jeu. Voilà. Ma culture, elle est plus... mon goût, il m'attire plus vers la culture britannique. On regarde le match, on vibre. Le plus important, c'est le match. On ne tourne pas le dos au stade, parce que si on est au stade, c'est pour voir les joueurs. Plus que les tifos, les mises en scène, et que je trouve un peu nombriliste parfois. C'est vrai. Et puis, votre voix un peu cassée, est-ce que vous aurez pensé un jour que ça pouvait peut-être vous fermer des portes dans le commentaire ou dans la présentation, ou jamais ? Je ne sais pas si je l'ai formulé comme ça, mais j'ai jamais trop aimé ma voix, et en tout cas, j'ai jamais considéré que ça pouvait être un atout. Et effectivement, notamment quand je commentais, j'avais une forme de fragilité de la voix. Si j'avais un match avec 5 buts, j'avais des grandes chances de sortir sans voix. Donc voilà, je me suis pas dit ta voix est un atout. Je me suis pas dit ça va me fermer les portes, mais je me suis dit putain, ma voix, honnêtement, et encore aujourd'hui, j'aime pas du tout entendre ma voix. Mais je crois que c'est un peu le cas de tout le monde. Enfin,
On s'entend de l'intérieur, quand on s'entend extérieurement, généralement on se reconnaît pas et on n'aime pas trop. À part les gens qui s'adorent. Et puis, c'est vrai que vous avez l'occasion de travailler avec un peu vos idoles de jeunesse, hein, comme Michel Platini. C'était comment de travailler avec lui? Ah, c'est particulier parce que c'est Platini. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui aime taquiner, qui aime bien le contre-pied, qui aime bien aller là où on l'emmène pas. Mais c'est vrai que j'ai travaillé avec finalement ceux qui ont j'ai soit croisé, soit travaillé avec ceux qui ont occupé ma jeunesse, ouais, effectivement. Mais je l'ai jamais vécu comme. Enfin, je me suis jamais positionné en fan, en regardant les gens avec les yeux de merlan frit, quoi. Voilà, tous ces gens-là, autant qu'ils sont, lorsqu'on les rencontre, ils s'avèrent être des personnes normales, en fait. Donc, vous vous habituez vite à ce que ce soit vos, entre guillemets, collègues de bureau, quoi. Ouais, c'est vrai, j'imagine. Et puis, tout au long de votre carrière, vous avez rencontré des joueurs de foot, beaucoup de joueurs de foot. Est-ce que c'est avec lesquels vous êtes vraiment entendu le mieux? Hors peut-être des caméras, hors peut-être Je peux pas trop en citer parce que je suis pas, je fais pas ami avec les joueurs en fait. Ok. Voilà. Enfin, j'en ai quelques-uns, mais c'est plus de maintenant des générations. C'est des gens qui sont maintenant plutôt entraîneurs ou plutôt même présidents parfois. Euh, mais en fait, moi, je me suis toujours positionné. Il y a plusieurs types de journalistes de sport. Il y a des journalistes supporters, j'en suis pas. Il y a des journalistes qui ont du mal à sortir de leur posture d'enfants émerveillés et qui sont là face à leurs idoles, qui font copain-copain. Moi, je suis pas de cette culture non plus. Je suis un passionné de foot, bien sûr, on ne peut pas faire ce métier si on ne l'est pas, mais je considère que le foot est une matière d'information. Je suis plus un journaliste voilà, j'ai pas de besoin de devenir copain avec les joueurs, quoi. Voilà, je m'entends bien avec tout le monde, il n'y a pas de souci, mais je ne recherche pas spécialement la compagnie des joueurs. Et puis alors, plus ça avance, plus il y a le trou générationnel qui fait que c'est moins possible. Quand je rencontre un joueur aujourd'hui, parfois je suis un peu surpris de, entre guillemets, la distance qu'ils mettent. Enfin, c'est-à-dire qu'il me voit, etc. Je me dis, mais pourquoi il me voit, lui, il est dingue. Et puis finalement, je me rends compte que, vu son âge, quand il est né, j'étais déjà à la télé. Donc, Regardez, voilà, donc fatalement, ça a même un peu une forme de distance que moi, je sens pas, en fait. Parce que c'est un peu comme les enfants, ils trouvent que l'enfance c'est très long, et quand t'es parent, tu trouves que c'est très court, tu vois pas les années passer en fait. Ouais, Et professionnellement, c'est un peu pareil. Moi, moi d'ailleurs, ça m'arrive souvent, j'ai des consultants, deux consultants, je dis ah, vous avez joué ensemble et tout. Ils me disent bah non, pas du tout. Quand j'ai arrêté 10 ans avant qu'ils jouent. Je dis ah ouais, c'est vrai, ouais. Et en fait, parce que pour moi, c'est un peu un flux continu, ouais, donc je me rends pas toujours compte des périodes, quoi. ouais. Et puis, c'est vrai que depuis que vous êtes journaliste sportif, vous avez vu aussi l'évolution de la rivalité entre guillemets Messi-Ronaldo. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo a quitté l'Europe. Est-ce que vous trouvez ça dommage pour le football européen? Ah, je pense qu'il a quand même il a fait le métier, hein. Il a donné ce qu'il avait à donner. Je, je- enfin voilà, il est suffisamment grand pour faire ses choix de carrière. Euh, J'aurais certainement préféré, en tant que juste observateur, qu'il puisse faire un choix plus sentimental, retourner, boucler la boucle au Sporting Portugal par exemple, juste comme ça, plutôt que terminer un peu sur un mode genre, enfin, gars qui recherche un petit peu à l'étranger, à avoir de l'argent encore, Ouais, etc. Mais en même temps, encore faut-il qu'il ait eu les propositions concrètes pour aller au Portugal, par exemple. Je ne suis pas sûr qu'il les ait eues. ouais. Maintenant, son apport pour le foot européen et mondial, il a occupé le devant de la scène pendant 20 ans. Voilà, c'est un peu. Oui, quand un joueur, quand Federer arrête le tennis, on se dit c'est la fin d'une ère. Quand Ronaldo arrêtera, il n'a pas tout à fait arrêté, mais enfin, on ne sait jamais, hein, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Il peut revenir. Il y a des accords, paraît-il, avec Newcastle.
pourrait revenir à Newcastle. Je sais pas, mais enfin voilà, quand on est dans le sport longtemps, ce qui est mon cas, on a pour le coup conscience aussi que c'est des cycles. Alors, je disais tout à l'heure que je mélange un peu parfois parce que je vois pas le temps passer, c'est vrai, mais en même temps, j'ai vu arriver des joueurs. Thierry Henry, par exemple, je l'ai rencontré, il avait 17 ans, tout timide, il regardait ses pompes, il disait oui, bonjour monsieur, etc. Et puis je l'ai vu se développer, devenir le joueur immense qu'il a été, et puis être un ex-joueur, et puis maintenant être devenir entraîneur. Donc voilà, c'est quand même une carrière de joueur. On se rend compte que c'est assez serré quand on en est témoin en fait. Bon, celle de Ronaldo, elle a été assez longue. Hein. Ouais, j'imagine. Et puis, je vais pas vous demander qui est le meilleur entre Ronaldo et Messi, mais je vais vous demander entre Messi et Mbappé. Aujourd'hui. Ah bah aujourd'hui, c'est Mbappé, oui. En valeur pure, aujourd'hui, Mbappé est meilleur que Messi. Maintenant, on en reparlera à la fin de la carrière. Et encore, est-ce qu'on en reparlera? Puisque comparer des époques, alors ils sont un peu contemporains quand même, mais moi, je comprends pas cette envie constante de comparer, hiérarchiser, est-ce que Pelé était meilleur que Maradona? Mais on s'en fout, en fait. Voilà, ce qui compte, c'est la trace que chacun laisse. Et puis, il y a des gens qui vont être plus touchés par Cruyff, d'autres par Maradona. Certains vont être plus touchés par Ronaldo, d'autres par Messi. C'est comme la peinture, je veux dire, il y a certains vont être touchés par Rembrandt, d'autres par Dali. Enfin voilà, il n'y a pas le gars qui est de manière absolument incontestable le meilleur de son époque, alors encore plus de toutes les époques. Donc voilà, aujourd'hui Mbappé, Messi est un joueur en fin de parcours, tout ce qu'il a fait est immense. Mbappé a fait déjà des choses très fortes et est en gros, globalement, vu son âge, en début de parcours. Voilà, ils ont un moment commun et puis l'un va continuer, l'autre va s'arrêter. Enfin, arrêtons de vouloir tout faire On n'est pas dans les trucs avec les coléoptères, là. On n'a pas besoin de tout hiérarchiser dans un cahier, quoi. Chacun prenons toutes les émotions que ces gens-là nous emmènent. Et vous pensez que la rivalité, les deux joueurs, Haaland et Mbappé, ça va être une rivalité à suivre dans les prochaines années. Je dis que ça va être excitant aussi. Ouais, bien sûr. Là, pour le coup, ils sont contemporains. C'est Nadal, Federer. Hein, voilà. Certains préféreront Haaland, d'autres préféreront Mbappé. La chance qu'on a, les rivalités elles sont intéressantes quand les personnes dégagent des choses différentes. Messi, Ronaldo, c'est pas du tout le même type de joueur. Donc en fonction de sa sensibilité, on va se sentir plus proche de l'un ou de l'autre. Haaland, Mbappé, exactement la même chose. On peut pas être plus opposés. Oui, globalement, voilà, ils sont très différents. Mais je pousserais même ça sur les clubs. Le Barça, le Real, rien à voir. Marseille, Paris, rien à voir. Mais c'est pour ça que ces rivalités, elles sont intéressantes. Et c'est pour ça que ces rivalités, elles enrichissent le spectre des émotions. On n'a pas envie que l'un prenne le pas sur l'autre définitivement et tue l'autre. Parce que on tue la diversité. Et c'est super d'avoir les deux, quoi. Donc voilà, Haaland et Mbappé, ils vont se tirer la bourre. Bon, Mbappé a l'avantage d'être dans une nation où il va quand même disputer des Coupes du Monde plus que Hollande, même si certainement que Hollande fera la prochaine, vu le nombre d'équipes de nations qui vont participer à la prochaine Coupe du Monde. Mais il ne faut pas oublier quand même que Mbappé a déjà été champion du monde, finaliste de la Coupe du Monde. Enfin, il a quand même une grosse avance purement de carrière sur Hollande. Puis Mbappé, il porte cette équipe vraiment du PSG pour aller même plus loin au-delà de son niveau. Est-ce que vous êtes aperçu aussi que parfois les audiences télé varient en fonction de s'il y a Mbappé ou pas dans l'équipe? Est-ce que ça va jusque-là? Non, pas vraiment, parce que c'est quand même, ça reste l'événement, l'importance du match qui fait l'audience, l'espoir en tout cas que ça gagne. Alors là, oui, il y a une grande différence entre présence d'Mbappé ou pas. Et après, l'impact sur l'audience, ça peut être que si Mbappé laisse l'équipe dans le match, les gens vont rester. S'il n'est pas là et que l'équipe est éliminée, est menée 3-0, les gens vont partir. C'est un peu là-dessus qu'il y a de l'impact, mais... En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un attrait
y a un attrait pour le voir jouer parce que Mbappé c'est le foot dans le sens que c'est l'imprévisibilité, c'est le côté même quand tu es désespéré où tu te dis ils n'y arriveront pas, dès qu'ils touchent la balle, tu te dis il va se passer un truc, ils vont y arriver. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Donc d'où l'énorme attrait qu'on a pour ce type de joueur. Pour revenir un petit peu sur vous, quand on vous croise dans la rue, est-ce que les gens ils vous reconnaissent par rapport au Canal Football Club ou plus par rapport à votre voix dans les jeux FIFA, par exemple? Ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge, il y a un peu les deux. Pendant longtemps, exclusivement à la télé. Maintenant, plus les jeunes FIFA, il y en a même qui me disent ah c'est dommage que tu fasses pas de télé, ou certains ne savent même pas que la télé ça existe. Bon voilà, il y a les deux quoi, ça dépend de l'âge. Et puis être sérieux sans se prendre au sérieux, c'est aussi ce que vous essayez de Ouais, bah ouais, je pense que c'est alors c'est un peu éculé hein, comme formule, mais je pense que c'est ça dit tout. Je trouve qu'il y a plein de gens qui se prennent trop au sérieux. Encore une fois, il faut être sérieux. Je trouve qu'on a le devoir, quand on a la chance de faire ce métier, il y a quand même, c'est un métier que plein de gens ont envie de faire, donc on a quand même le devoir de le faire avec de l'investissement et d'être sérieux. Après, il y a des gens je trouve personnellement qui manquent de recul là-dessus, quoi, qui sont trop à fond, voilà, trop sérieux. Donc voilà, moi je pense qu'il faut toujours avoir un peu de distance sur les choses. Et savoir, il ne s'agit pas hein, de dire ah c'est qu'un sport, une équipe qui perd à la dernière seconde et qui est effondrée, je ne vais pas arriver en disant ah c'est le sport, faut pas pleurer, non c'est normal, tu pleures, ouais c'est un grand moment, voilà la tension elle est forte, mais c'est simplement savoir placer l'événement dans la hiérarchie du monde là où il doit être quoi. Ouais c'est ça. Et y compris aussi savoir placer ce que c'est qu'une retransmission télévisuelle là où ça doit être. Enfin, on est juste des commentateurs et des journalistes de foot, quoi. Voilà. Alors c'est super, hein, franchement, on se plaint pas, mais on n'est pas des maîtres du monde, quoi. Enfin, ce qu'on fait, c'est quand même pas grand-chose, quoi. Et puis je dirais qu'il y a quand même beaucoup de joueurs de foot qui deviennent chroniqueurs dans des émissions comme le Canal Football Club. Est-ce qu'il y a des joueurs de l'équipe de France aujourd'hui que vous verrez bien peut-être à l'avenir dans ce rôle-là? Oui, bah, il y en a fatalement. Alors, il va falloir attendre longtemps, mais Mbappé, je pense, sera un très bon consultant. Je pense qu'il faut avoir le goût pour le foot déjà, parce que, alors ça paraît bête de dire ça, mais il y a des joueurs qui n'aiment pas trop le foot et le consomment pas en tout cas. Donc il faut des consultants qui regardent les matchs, qui soient passionnés de ça. Et puis il faut aussi des gens qui arrivent à faire la bascule entre joueurs et consultants. C'est pour ça que c'est très difficile d'anticiper. Il y a des gens dont vous pensez qu'ils vont être des super consultants, et puis finalement ils ne le sont pas parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la bonne distance entre je dis rien parce que je suis du côté des joueurs et que parce que j'ai été joueur je peux rien dire, et arriver à apporter un regard critique. Quand je dis un regard critique, ça ne veut pas dire dézinguer, ça veut dire juste pouvoir, en bonne intelligence, sans dézinguer le joueur, dire des choses en fait. Et donc c'est une distance qui n'est pas toujours facile à trouver, il faut une mue en fait, et certains n'arrivent pas à la faire. Donc il y a des gens dont on pensait qu'ils vont être bons consultants et qui s'avèrent n'être pas si bons que ça. Thierry Henry est très bon en l'occurrence. Alors Thierry Henry, oui, bien sûr, parce que voilà, il a ce dont je parlais, c'est-à-dire cette connaissance encyclopédique du foot. Quand je dis connaissance encyclopédique, c'est pas seulement le passé, etc. C'est suivre tous les matchs, tous les niveaux, toutes les divisions, connaître les joueurs en fait en profondeur. C'est ça. Et puis, vous, je sais pas mais si... Samir Nasri, par exemple, chez nous, pour moi, c'est la révélation sur les 2 dernières saisons. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est dingue de foot. Qui connaît tout, le moindre joueur qui joue au fin fond de la Bulgarie, il le connaît, il connaît son pied droit, son pied gauche, ce que le mec aime bien faire, enfin voilà, et en plus il a une liberté de parole qui est exactement ce qu'on recherche. Ouais, c'est vrai. Et puis vous, je sais pas si vous comptez terminer votre carrière à Canal, mais est-ce que après peut-être même vous
vous chercherez à transmettre votre passion du football autrement, du coup, d'une autre manière qu'à la télé est-ce que c'est dans votre projet? Moi, j'ai jamais eu de plan de carrière. Jamais. Je me suis jamais dit, quand j'étais en école de journalisme, je disais même pas que je voulais être journaliste de sport. J'avais certainement ce rêve secret en moi, mais je l'affichais pas spécialement. Après, j'ai pas dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Après, voilà, voilà. Les choses, elles se sont présentées. J'ai fait en sorte d'assurer, mais voilà, donc franchement, je suis incapable de vous dire où j'en serai dans 2 ans, dans 3 ans. Transmettre ma passion du foot, non, je crois pas. Enfin, je crois pas que ce soit ce qu'on attendrait de moi. Si j'ai des choses à transmettre, c'est plutôt sur mon métier en fait, plutôt sur le journalisme, des choses comme ça que la passion du foot. Enfin, ouais. Puis dernière question, vous avez la carrière, vous êtes papa. Est-ce qu'il vous reste quand même des rêves à réaliser? Oh bah oui, heureusement. Enfin, des rêves. J'ai pas de rêve. J'ai pas un rêve inaccessible. Enfin, un truc, un but. Franchement, à mon âge, on n'a plus. On est dans autre chose. On cherche une forme de sérénité, de recul sur les choses. Enfin voilà, moi Que vos enfants soient bien aussi. que mes enfants soient heureux, tout simplement, qu'ils fassent, que eux fassent ce qu'ils ont envie de faire en fait. Moi, je suis là pour accompagner leurs rêves, leurs envies. Pas fais ci, fais ça, machin. Écoute tes envies. Écoute tes envies. Après, tes envies, elles peuvent changer, mais il faut, voilà, c'est accompagner les gens autour de moi. Voilà, j'ai pas de rêve. J'ai pas un rêve absolu. Je suis pas à la remorque d'un truc inaccessible, quoi. Je me contente de la vie telle qu'elle est. C'est vrai. Merci beaucoup. Avec plaisir.